minutes. Alors, je vous remercie d'abord de votre invitation à cette journée pour essayer de vous faire part de l'analyse de l'ADEPA, qui est effectivement l'association des directeurs au service des personnes âgées, qui regroupe à la fois des directeurs d'établissements, de services à domicile et de coordination pour personnes âgées, et qui est présidée par Pascal Chambert. L'honnêteté m'oblige de le dire, qu'il y a eu un empêchement, donc je le remplace, d'autant plus que, pour ceux qui le connaissent, on voit vite que je ne suis pas Pascal Chambert. Donc je suis Romain Gisholm, je suis le directeur de cette association, et je vous remercie encore de votre invitation à essayer de vous faire part de nos réflexions sur le sujet. Alors, éminemment complexe de la question des soins sous contrainte. Complexe parce que cette question touche directement à la question des droits et des libertés. Et par ailleurs, cette question est particulièrement aiguë dans le secteur de l'aide aux personnes âgées. Je vais y aller sans détour, tant qu'il y a à dire, et je ne sais pas bien par où commencer. Je pense que le plus simple, c'est que j'y aille sans détour. D'autant que lorsque le contrôleur général des lieux de privation de liberté, votre prédécesseur, s'était penché sur la question, effectivement, des soins sous contrainte pour les personnes âgées qui vivent en établissement, mais aussi celles qui vivent à domicile, l'ADEPA avait eu une position assez claire. Oui, nous vivons aujourd'hui dans une société où des vieux peuvent se voir contraints en vivant en établissement ou en étant à domicile. Contraints notamment parce qu'ils peuvent être amenés à être enfermés au sein de leurs établissements ou être enfermés aussi au sein de leur domicile. Parce que souvent sont vues la situation des établissements. J'aimerais qu'on se rappelle ici que 700 000 personnes âgées sont accompagnées en établissement, 700 000 personnes âgées sont accompagnées aussi à domicile. Et la situation à domicile n'est pas meilleure qu'en établissement, voire pire. Aux situations d'enfermement qui peuvent exister s'ajoutent les questions d'isolement social, etc. Mais oui, clairement, aujourd'hui, notre société permet que des vieux, parce qu'ils sont dans des situations de handicap généralement cognitif, du fait de maladies d'Alzheimer, etc., puissent se voir accompagnés et enfermés dans des lieux, comme je vous le disais, soit en établissement, soit à domicile. Contrairement, effectivement, aux situations où on peut être amené à aller en prison, et là on passe devant un juge, à être hospitalisé d'office, et là on passe aussi on a le bénéfice de passer devant le juge des libertés. Aujourd'hui, les vieux peuvent être enfermés sans qu'aucun juge ne statue sur la question. Il faut bien mesurer cela. Michel Delaunay, alors secrétaire d'État aux personnes âgées, avait mis en place un groupe qui s'appelait la Commission nationale droits et libertés des personnes âgées et des personnes handicapées. Et nous avions fait remarquer à ce moment-là qu'il fallait que la société se pose la question de comment nous envisagions que des gens puissent effectivement être contraints, et notamment par l'enfermement, sous prétexte, parce qu'ils perdent un peu la mémoire, peuvent être amenés à se perdre en déambulant. Et nous avions, pour notre part, souhaité qu'au même titre d'autres situations où il pouvait y avoir atteinte aux droits et aux libertés fondamentales, un juge, précisément celui des libertés, puisse statuer sur l'opportunité d'envisager des mesures de contention ou des mesures de contrainte pour ces personnes. Je vous rassure, l'État nous a vite expliqué qu'il n'y avait pas suffisamment de budget. Le ministère de la Justice était déjà bien encombré, et donc c'était intéressant, mais les questions budgétaires, quand même, c'était important, ça a déjà été évoqué sur la table ronde de ce matin. Et effectivement, les questions budgétaires, j'y reviendrai, on voit bien, sont généralement prioritaires. Bon. Il a quand même été obtenu, je dois être honnête, qu'il puisse y avoir éventuellement un recours au juge des tutelles.
ce qui permettait déjà un premier recours en cas d'atteinte aux droits et aux libertés fondamentales. Ce qui n'est pas inutile. Mais pour autant, on voit bien qu'aujourd'hui, notre société permet encore ces situations sans que pour autant le juge des libertés statue sur la question. Alors, qu'est-ce qui permet notamment cette situation ? Là, j'ai pris un exemple qui est, à mon sens, l'exemple le plus aigu, mais il faut bien mesurer que dès lors qu'on est d'abord vieux et en plus en situation de handicap, on est d'office considéré comme moins capable. On est tous d'accord pour se dire, ces pauvres vieux, il faut quand même les protéger. C'est quand même le premier réflexe que de se dire, ils ne savent plus bien, donc on va décider pour. Et là, toute la question, effectivement, des choix des usagers en santé qui ont été évoqués ce matin, de la participation, de la capacité à choisir pour soi, était évoqué notamment le fait qu'il y avait la notion de consentement qui devait être fondamentale. On voit bien qu'on est assez loin de tout cela. De la même manière, quand on regarde la jurisprudence, généralement, quand des structures sont condamnées parce qu'une vieille dame ou un vieux monsieur s'est perdu dans la nuit et est décédé, généralement, la jurisprudence montre que les jugements sont plutôt en faveur d'un défaut de sécurité plutôt qu'un défaut de liberté. Et donc aujourd'hui, socialement, le curseur est plutôt placé vers la sécurité, quitte à effectivement rogner un peu sur les libertés, mais est-ce que le curseur est bien placé? Et est-ce que cela correspond bien? À notre sens, nous n'en sommes pas sûrs. Et nous en sommes d'autant moins sûrs qu'il nous semble que l'un des facteurs qui permet notamment toutes ces situations aujourd'hui, c'est que clairement, et ça il faut que nous en ayons conscience ensemble, nous sommes une société extrêmement discriminante à l'égard des personnes âgées en général, et a fortiori des personnes âgées qui sont les plus fragilisées et en situation de handicap. L'OMS a indiqué dans un rapport assez récent, puisqu'il est de fin 2015, que l'agisme, donc cette discrimination par l'âge, devenait plus universel que le sexisme ou le racisme. Je vous invite quand même à réfléchir à cela. Effectivement, quelqu'un qui tient aujourd'hui des propos racistes, des propos homophobes, des propos antisémites, etc., va être condamné, et à juste titre. Quelqu'un qui dit d'un vieux qu'il est un légume, je vous rassure, ne craindra pas grand-chose. Donc c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pratiques vis-à-vis de l'accompagnement des vieux en établissement, mais je vous le redis, à domicile aussi, qui peuvent paraître encore acceptables. C'est parce que nous vivons dans une société qui est discriminante, qui est agiste, qu'on va pouvoir effectivement envisager ce type de pratique comme finalement acceptable. C'est pour leur bien. Ils savent plus bien. On va dire pour eux ce qui est bon. L'agisme qui, évidemment, va se manifester par différentes choses. D'abord, les stéréotypes. Certains étaient pointés ce matin en introduction avec l'idée que les vieux, ça coûte cher. Arrêtons-nous 2 minutes. Ce qui coûte cher, c'est pas les vieux. Ce qui coûte cher, et là encore je vous renvoie au rapport de l'OMS, c'est le fait que nous ayons effectivement des niveaux de santé qui ont augmenté, et notamment du fait de la technicité. Aujourd'hui, nous utilisons des thérapies ou des méthodes de thérapie qui sont bien plus coûteuses que ce qu'elles ne l'étaient avant. C'est pas tellement les vieux qui coûtent cher, c'est surtout qu'on a augmenté le niveau de technicité pour traiter les maladies. Traiter un cancer peut être extrêmement coûteux. Et c'est pas juste l'affaire des personnes âgées. Autre stéréotype, c'est l'idée aussi que, par exemple, on puisse maintenir la barrière d'âge. Vous savez qu'en France, ça c'est une autre manifestation de l'agisme, en France aujourd'hui est encore maintenue une barrière d'âge à 60 ans, distinguant les personnes âgées de moins de 60 ans qui sont considérées comme des personnes en situation de handicap,
et les personnes de plus de 60 ans en situation de handicap, qui sont considérées, avec ce joli terme, de personnes dépendantes. Là aussi, un terme extrêmement valorisant, hein, pour montrer combien ça pèse sur la société. Cette barrière d'âge, là aussi, l'Union européenne disait en 2005 qu'elle était tout à fait attentatoire aux droits et aux libertés, extrêmement discriminante, et donc la France devait l'abroger. Je vous rassure, la barrière d'âge, bien qu'elle aurait dû être abrogée, existe toujours. Enfin, j'en terminerai sur 2 exemples. L'agisme va clairement s'inscrire également dans le quotidien par le fait qu'on puisse, tous les ans, au sein du Conseil de la CNSA, se voir reprendre de l'argent que les blocs parlementaires avaient fléché pour l'aide aux personnes âgées, utilisé par les pouvoirs publics à autre chose que l'aide aux personnes âgées. Un ministre qui n'est plus en exercice aujourd'hui, ministre du budget, se voyait interpellé par les parlementaires, puisque les parlementaires avaient décidé que de l'argent devait aller aux vieux, à l'aide pour les vieux. Et certains députés, voyant que tout l'argent n'était pas consacré à l'aide pour les vieux, demandent des comptes au ministre du budget. Le ministre du budget, je vous rassure, a répondu tranquille comme Baptiste. Ouais, évidemment qu'on reprend du fric aux vieux cette année. Ça se fait depuis toujours. Donc bien sûr qu'on va aller combler le trou de la Sécu avec cet argent. Bien sûr qu'on va payer le RSA avec cet argent. Alors entendons-nous bien, hein. Combler le trou de la Sécu, c'est important. Hein. Payer le RSA, c'est important. Hein. Pas de souci là-dessus. Juste, c'est pas avec de l'argent qui a été prévu pour l'aide aux personnes âgées, parce que ça s'appelle du détournement. Mais ça aussi, c'est une pratique possible, parce qu'on considère que, bon, finalement, c'était pour des vieux, ils s'en débrouilleront. Hein. Ils ont su faire l'année dernière avec moins de sous, ils vont bien y arriver cette année aussi. Et comme il n'y a pas de manif de vieux aujourd'hui en France, comme les vieux ne savent pas bloquer le périphérique comme savent le faire les agriculteurs, les routiers, etc., évidemment, ça permet un peu plus de pratique. Et puis, dernier élément, clairement, l'agisme va s'inscrire dans le quotidien aussi des vieux. Parce que du fait de la barrière d'âge, eh bien, les personnes âgées vont bénéficier de 2 fois moins de personnel que les personnes en situation de handicap de moins de 60 ans, et de 2 fois moins d'aide financière que les personnes âgées en situation de handicap. Alors que tous les rapports reconnaissent qu'il conviendrait effectivement de doubler le nombre de professionnels, et le dernier en date, c'est celui de la députée Iborra en septembre de cette année, qu'il conviendrait de doubler le nombre de professionnels auprès des personnes âgées pour mieux les accompagner. C'est-à-dire arriver au niveau de ceux qui sont proposés au secteur du handicap, et à juste titre, le secteur du handicap a su obtenir cela, et c'est à juste titre. Donc on voit bien que la question, effectivement, de la contrainte, la question du peu de choix qui est laissé, elle est extrêmement liée à la question du contexte et du coût des choix financiers qui sont faits. Est-ce qu'on consacre plus d'argent ou pas à l'aide aux personnes âgées? Parce que clairement, aujourd'hui, si des gens sont enfermés à leur domicile ou en établissement, c'est tout simplement parce qu'il manque des professionnels. Il peut y avoir, entendons-nous bien, quelques cas extrêmement complexes, avec de l'agitation particulièrement caractérisée, des actes d'agression vis-à-vis d'autres résidents ou de professionnels, pour lesquels il y a peut-être un traitement à stabiliser, donc une hospitalisation temporairement définie dans un cadre très précis qui nécessite effectivement un traitement particulier. Mais le cas général, c'est que des gens sont enfermés parce qu'on ne les accompagne pas suffisamment. Une vieille dame qui a des troubles de la mémoire et de l'orientation, qui sort de chez elle, qui sort de son établissement, aujourd'hui elle se perd parce qu'il n'y a pas de professionnels pour l'accompagner. Il y aurait suffisamment de professionnels pour accompagner cette vieille dame dehors quand elle a envie de se promener. Il y aurait moins de problèmes. Hein. Et on n'aurait pas besoin, effectivement, d'avoir recours à des mesures de contrainte. Combien de temps me reste? 1 minute. Alors, je vais essayer de faire bref.
Donc voilà pour vous dire qu'effectivement, la question du soin sous contrainte aujourd'hui en France, dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, est extrêmement liée à la question à la fois du contexte et à la fois des moyens qui sont alloués aux personnes âgées et à l'accompagnement des personnes âgées, que ce soit en établissement et à domicile. Du coup, ça va avoir une incidence sur l'effectivité des droits. Parce qu'accompagner les gens dans la possibilité d'avoir accès à leurs droits, c'est effectivement prendre suffisamment de temps pour les écouter et suffisamment de temps pour les accompagner dans leur démarche. Ça va avoir évidemment également une incidence sur leur quotidien, comme je vous l'indiquais. Et à notre sens, une fois qu'on a fait ce diagnostic, que pouvons-nous envisager? Et j'en terminerai là. D'abord, clairement, lutter contre cette discrimination qui est l'agisme. Travailler ensemble à avoir une vision valorisée du grand âge et des personnes âgées. Tout à l'heure, il a aussi été évoqué l'idée que les personnes âgées coûtaient à la société. Je vous rappelle que d'abord 80% des vieux vont bien. Il faut quand même se remettre ça en tête. 80% des personnes âgées vont bien, n'ont pas besoin d'être accompagnées, donc tout va bien. Et puis par ailleurs, ces personnes âgées, que ce soit celles qui ont besoin d'être accompagnées ou celles qui n'en ont pas besoin, participent largement à la vie économique de notre pays. Soit en termes d'emploi, soit en termes d'aide des enfants, des petits-enfants, soit en termes de consommation, de services, de voyages, etc. Et ça, je crois qu'il est important aussi de se le rappeler. Parce que oui, l'aide aux personnes âgées, c'est aussi de l'investissement social. Et c'est précisément ce pourquoi l'ADEPA attend des pouvoirs publics, mais comme d'autres organisations professionnelles du secteur, comme d'autres organisations d'ailleurs de personnes âgées elles-mêmes ou de familles, que soit créée une prestation autonomie, ce que certains appellent un 5e risque, parce que nous considérons que le fait que l'État engage un peu d'argent, alors c'est entre 3 et 7 milliards, selon les estimations, on est plutôt à 7 milliards, mais on peut entendre qu'il puisse y avoir des estimations moindres. En tout cas, qu'engager de l'argent public dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, c'est un investissement social. C'est un investissement social qui permettrait à la fois d'augmenter le nombre de professionnels auprès des personnes âgées au quotidien, à domicile et en établissement, et à la fois de créer de l'emploi, et donc de jouer sur la courbe du chômage. Ce qui nous permettrait donc de concilier les impératifs économiques et les impératifs éthiques. Je vous remercie.